Bonjour et bienvenue dans cette émission du 5 octobre 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous propose de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des attaques contre l'opposition, la résistance dans le cadre de la guerre de 5e génération en cours, à l'intérieur d'un écosystème informationnel qui a été totalement bouleversé par le numérique et l'intelligence artificielle. Alors, il existe une abondance de sources de qualité pour s'informer quant à cette évolution de fond de notre société, mais aussi de notre univers cognitif et affectif. Et je vous renvoie par exemple aux excellents travaux de Momochi, publiés sur sa chaîne YouTube. Par exemple, cet épisode Intelligence artificielle, ChatGPT et contrôle de l'esprit, ou celui qu'elle vient de mettre en ligne sur les bots, les trolls et la guerre contre la réalité. À ce sujet, je vais avoir le plaisir et l'honneur, mardi prochain, donc le 10 octobre, de faire une émission avec Momochi et Amandine Lafargue, psychologue clinicienne, à l'invitation de Pierrick Thévenon sur sa chaîne. Ça sera une diffusion en direct. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous rejoindre. Évidemment, ce dont il est question, c'est de la guerre psychologique. Il va de soi que l'opposition contre la dérive Covid, mais les autres dérives en cours, fait l'objet de campagnes intenses d'opérations militaires, mais non plus dans la réalité avec des descentes et des rafles et des chars d'assaut qui patrouillent dans les rues, mais dans ce nouvel univers où les choses se déterminent. Évidemment que la guerre psychologique n'est pas une nouveauté. Si cela vous intéresse, je vous renvoie à cet article intéressant d'un ancien conseiller du gouvernement américain, une introduction à la guerre psychologique. Il est en anglais, mais on peut le traduire assez facilement, où il retrace depuis Genghis Khan et d'autres, lequel Genghis Khan, qui était évidemment un triste sire et qui avait par exemple pour habitude, par rapport aux villes assiégées, de faire catapulter des têtes coupées d'ennemis pour décourager et démoraliser la population. Donc vous voyez, ce genre d'horreur ne date pas d'aujourd'hui. Par contre, aujourd'hui, et c'est ça qui nous intéresse, au même titre que les hypnotisés de la doxa sont pris captifs d'un environnement en ligne qui les préserve d'être exposés à tout contenu alternatif par rapport à la logorée incessante et à la propagande des médias et des politiques, eh bien nous sommes nous aussi dans un environnement de cet ordre, mais qui est configuré différemment pour tenir compte de ses spécificités, et c'est tout ce que je vais aborder à l'intérieur de cette émission. Alors il y a bien sûr une abondance de ressources de qualité en ligne, je vous cite quelques références de qualité si vous souhaitez vous orienter, mais il en existe bien d'autres. L'Université de la Sorbonne, par exemple, a publié les actes d'un colloque autour de la protection des données personnelles en ligne, sachant que ces données personnelles sont l'or de ce siècle. C'est-à-dire que par notre vie en ligne, et toutes les activités que nous y déployons actuellement, eh bien, nous semons derrière nous tout un ensemble d'informations quant à qui nous sommes et comment nous nous comportons, et souligne les données, ces données qui sont évidemment recueillies par tout un ensemble d'acteurs, donnent toutes sortes d'informations sur qui nous sommes et comment nous nous comportons d'une manière dont nous n'avons nous-mêmes pas entièrement conscience. Donc le Courrier international avait consacré tout un dossier à cette question et je me permets de mentionner cet article publié dans le New Scientist par Amanda Ruggieri le 23 août 2023 qui est vraiment extrêmement fouillé, très très bien fait et qui s'intitule « Nulle part où se cacher, ceux qui récoltent nos données savent comment envahir notre sphère privée ». Et notamment les GAFAM qui collectent en permanence toutes sortes d'informations qu'elles traitent par la suite de manière individualisée. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a un profil en ligne. Et évidemment qu'il est difficile, quand on a grandi dans le monde d'hier, de mesurer la réalité de cette capacité de surveillance et de traquage. Par exemple, tous vos déplacements au cours des 10 dernières années, si vous aviez votre smartphone sur vous, ce qui est le cas la plupart du temps, peuvent être retracés minute par minute, en fonction des antennes qui se sont activées à la lumière de vos déplacements. Et avec un peu de trigonométrie, on peut savoir au mètre près où vous étiez. Donc si je vous demande où étiez-vous le 27 mars 2007 à 15h12, a priori, vous allez avoir un tout petit peu de peine à vous en souvenir,
Si vous avez un agenda, vous conservez un agenda, vous pouvez éventuellement vous y référer. Mais donc, le système de surveillance pourra dire tout de suite, à cette date, à cette heure, où vous étiez. Et donc, voilà, il y a cette réalité du scanning permanent de l'entier de nos vies. Alors, pour vous donner juste encore un autre exemple, votre fournisseur d'accès à Internet a accès à un ensemble de données personnelles. Par exemple, bien sûr, votre identité, vos identifiants, vos numéros de téléphone, vos centres d'intérêt, statut marital et familial, la composition du foyer, les habitudes de vie, l'emploi occupé, les sites web que vous visitez, les recherches que vous réalisez sur les moteurs de recherche, les applications que vous utilisez, les destinations que vous appelez, les programmes télé que vous regardez, les téléchargements que vous effectuez, vos identifiants, vos préférences d'utilisateurs, vos statistiques d'utilisation, vos données de localisation, sachant qu'il y a de plus des systèmes d'espionnage permanent. Donc on a tous fait cette expérience. Si par exemple vous dites à votre épouse un jour « Ah tiens, ça serait peut-être bien qu'on réfléchisse au fait de prendre un chien », vous aurez tout de suite dans la foulée des publicités pour des paniers ou des croquettes qui apparaîtront dans vos fils d'actualité. Et donc tout ça est géré par les algorithmes des différentes plateformes et je rappelle cette parole tout à fait fondamentale que Facebook n'est pas une entreprise ou une plateforme en ligne, c'est une arme au service des puissances qui sont en train d'organiser tout ça, étant donné que le big data est aux mains de l'État profond américain, de la CIA, de la NSA et de ceux qui tirent les ficelles. Et donc, des plateformes comme Facebook nous expliquent comment fonctionnent les algorithmes, mais ils ne nous en disent qu'une partie, et ils ne nous disent qu'une partie de ce à quoi les données collectées sont exploitées. Alors peut-être juste pour définir le mode de fonctionnement de l'algorithme, en fait il est configuré, et il y a énormément d'ingénieurs et de psychologues qui travaillent à l'arrière-plan, dans la même logique que les algorithmes qui déterminent le comportement des machines à sous dans les salles de casino. C'est-à-dire qu'on peut identifier vos préférences, quels sont les contenus qui vous font réagir, ceux pour lesquels vous avez une appétence. Mais après, évidemment que si à chaque fois que vous allez sur Facebook, vous ne trouvez que des contenus qui vous rassasient, vous allez y passer peu de temps. Et donc les algorithmes sont faits, exactement comme dans le cas des machines à sous, pour maintenir le suspense, vous permettre de réaliser des gains à intervalles réguliers. Si jamais vous ne tombez sur du contenu qui vous intéresse, vous n'allez pas continuer non plus à rester en ligne, mais à des doses juste suffisantes pour vous donner envie de continuer à chercher, et notamment soit avec des petits gains, soit avec ce qu'on appelle des near wins. C'est-à-dire que vous avez 4 rouleaux et il faut 4 cerises pour gagner le gros lot. Vous avez 3 cerises qui apparaissent, le dernier rouleau tourne, la cerise, eh ben non, c'est un 7. Donc vous ne gagnez qu'un gain accessoire, mais ça va vous donner envie de continuer. Et donc nous sommes piégés complètement dans cet environnement-là. Sachant aussi, et ça va être le point de ma présentation, que la sélection des contenus relève, selon toute probabilité, également du profilage de notre appartenance à la résistance ou au camp des hypnotisés. Savoir aussi que les moteurs de recherche sont totalement truqués également en ce qui concerne leurs algorithmes. Donc, je vous en donne 2 exemples amusants que j'ai déjà cités. Si par exemple dans Google, je l'avais fait à l'époque, vous tapez Pfizer, Facebook, McKinsey et censure, étant donné que Pfizer a participé à la censure des contenus qui présentaient la réalité des effets secondaires de vous savez quoi sur le conseil de McKinsey, ben vous voyez que on me dit qu'il y a 35 200 résultats, mais que ma recherche a donné peu de résultats pertinents. Ce qui veut dire qu'en fait, la question n'existe pas vraiment. Et puis, étant donné qu'aucun plan pandémie au monde ne prévoyait les mesures de contrainte complètement absurdes et destructrices qu'on nous a imposées, la question se pose, mais d'où ça sort ? Et en fait, la seule référence qu'on a dans l'espace public, c'est un plan de la Fondation Rockefeller, Opération Lockstep de 2010.
Il y a des programmes militaires américains, le BARDA, à ne pas confondre avec le DARPA, qui ont travaillé pendant toutes ces années, notamment pour pouvoir faire croire le moment venu que les confinements étaient la bonne solution. Donc il y a un travail militaire, mais qui lui a été caché. Par contre, le rapport de la Fondation Rockefeller existe, c'est la seule référence qu'on ait. Et quand vous posez la question sur Google, simplement en mettant plan 2010, pandémie Rockefeller, tous les résultats qui sortent vous expliquent que c'est une fake news d'imaginer que ça puisse avoir un lien avec le fait qu'on ait adopté les politiques qu'on a adoptées en dépit de la science et de l'expérience. Alors Julian Assange, bien sûr, nous avait informé que Google, c'est la CIA, fournit des informations à la CIA sur ce que vous recherchez pour le profiling individuel, mais qu'il y a aussi bien sûr une collusion entre la surveillance que permet Google, le fait de mettre en avant certains contenus au détriment d'autres, et le capitalisme prédateur dans lequel nous sommes à l'heure actuelle. Donc, pour en revenir à mon propos, comme dans les murmurations des vols des étourneaux, chacun d'entre nous est encapsulé dans un écosystème informationnel configuré par des algorithmes et de manière extrêmement précise. C'est-à-dire que nous sommes pris dans ce big data avec toute une dimension psychométrique. C'est-à-dire que chacun d'entre nous a un profil numérique en ligne, notamment aux mains des agences de sécurité nationales et militaires, et qui donc peuvent prédire un ensemble de choses sur notre propre comportement dont nous ne sommes nous-mêmes pas forcément conscients. Alors pour en revenir à la résistance, il faut évidemment observer que nous sommes sous tension. Nous avons subi des pressions incroyables au cours du temps, avec des chocs répétés. Et il faut rappeler, bien sûr, avec Ariane Biran, que la grande stratégie des systèmes totalitaires, c'est le harcèlement. On ne vous laisse jamais tranquille, et notamment en ce qui concerne les dissidents ou les opposants, les logiques de calomnie. La calomnie, c'est l'arme fatale, selon les termes d'Ariane Biran. Elle a publié un article sur son site que j'ai republié avec son accord sur Anthropologique, « Arme fatale du pouvoir harceleur ». Où elle dit « Nous avons basculé dans une société totalitaire aux méthodes perverses et confuses, où chaque prise de parole publique non conforme se paye très cher du prix de l'ostracisme, de la calomnie et du bannissement. » Et donc, la calomnie a visé la résistance dans son ensemble. Anti-vax, antisémite, extrémiste de droite, mais aussi chaque figure un peu en vue de manière taillée sur mesure. Alors je donne deux exemples qui concernent ma modeste personne. Vous voyez, dans des interactions avec des journalistes suisses romans, Massimo Lorenzi, qui est rédacteur en chef des sports à la radio-télévision suisse, qui proclamait la nécessité de maintenir le service public étant donné son indépendance. Je me suis permis une remarque, l'indépendance du service public, quelle blague. Et il me répond du tac au tac, autant que vos diplômes et recherches. Pourquoi ? Parce que dans la calomnie qui m'a ciblé, on a prétendu que je prétendais avoir des diplômes que je n'ai pas en réalité. Ce qui est un pur mensonge. Tous les diplômes de premier et de deuxième cycle universitaire dont je me suis prévalu, évidemment que je les ai passés, mais la diffamation qui m'a visé portait sur cet élément-là. Et vous voyez, Claude Ansermo, rédacteur en chef d'un journal, le 24 heures, même chose. Il n'y a plus que l'insulte et les mensonges sur votre CV qui vous font mousser. Donc, ces gens qui ne connaissent pas ma vie répercutent un mensonge, mais d'emblée. Vous voyez, dès qu'ils interagissent avec moi, « Ah oui, vous êtes celui qui a truqué son CV. » Alors ça, c'est une arme qui a été utilisée contre les profils atypiques. Idriss Aberkan a vécu la même chose. Des gens comme Didier Raoult et Alexandra Orion-Caude, évidemment que c'est un peu différent. Alors eux, on a abordé, on les a diffamés, on a mis en œuvre une campagne d'assassinat de réputation, comme on l'appelle, sur d'autres bases. Professeur Raoult, c'est qu'il était devenu mégalomane et qu'il tenait plus compte de la science. Alexandra Orion-Caude, c'est que ses convictions religieuses l'aveuglaient par rapport à la science. Louis Fouché, c'est qu'il séduisait l'extrême droite. Mais donc, vous voyez la puissance de cette réaction, c'est éthologique. Alors même que j'ai tous les diplômes que j'ai prétendu avoir, dès que vous abordez un journaliste roman, il dit « Ah oui, c'est celui qui a truqué ses diplômes ». Et ça, ce sont des stratégies de dark PR, de relations publiques noires, de destruction de réputation, et qui évidemment sont mises en œuvre de manière massive par ceux qui sont à la manœuvre. Avec évidemment l'accusation privilégiée d'opposition contrôlée.
Alors j'ai déjà cité cet extrait de Mickey Willis, qui est ce documentariste qui a fait plusieurs films documentaires, notamment sur la pandémie et l'opération en cours, cité par Robert Malone dans sa conférence de Stockholm. Je vous en redonne lecture tellement elle est importante. Mickey Willis dit « Je milite pour les droits de l'homme depuis près de 20 ans. En tant que réalisateur de documentaires, j'ai été en première ligne de la plupart des plus grands scandales et manifestations de notre pays. De ce point de vue, j'ai été le témoin oculaire de la montée et de la chute de nombreux mouvements populaires. Presque toutes les résistances organisées auxquelles j'ai participé se sont terminées à quelques centimètres de la victoire à cause de la même erreur critique, les luttes intestines. Les membres d'un même groupe se sont retournés les uns contre les autres. Cela commence souvent par des rumeurs sur les principaux porte-parole de la cause. Ces rumeurs ressemblent typiquement à « j'ai entendu dire que contrôlait l'opposition » ou certaines personnes disent que est compromise. Il poursuit « Si l'utilisation d'infiltrateurs et d'agitateurs est bien réelle, je n'ai encore jamais vu un scénario dans lequel une telle étiquette était appliquée avec précision. Et chose suspecte, ces étiquettes sont toujours apposées sur les personnes qui font le plus de progrès, faire le plus de progrès à la résistance. La dégradation de leur réputation entraîne celle de leur contribution à votre vie et à la cause. Avant l'avènement des médias sociaux, les gens s'asseyaient pour discuter de leurs différends. Aujourd'hui, en l'absence de preuves solides ou d'enquêtes suffisantes, nous nous tournons directement vers nos claviers pour exprimer nos soupçons. Même après que la rumeur s'est avérée fausse ou qu'elle s'est simplement dissipée, un certain niveau de doute et de division subsiste toujours. Tout cela est voulu. » Et Willis conclut, les voix de la propagande sont passées maîtres dans ce jeu, elles diffusent sciemment une fausse histoire, puis se rétractent, le cas échéant, sachant que le mensonge atteindra des millions de personnes, mais que très peu verront la correction. Et donc, il faut savoir que la puissance de feu du big data et de l'intelligence artificielle, elle n'est pas intelligente au sens humain, mais elle est intelligente dans le sens de la puissance de calcul, effectivement rend possible la perspective de pirater nos esprits. Et chacun d'entre nous, individuellement, simplement par consommateur, étant consommateur et citoyen, mais aussi, a fortiori, lorsque nous sommes un peu actifs dans la résistance, faisons l'objet d'un profilage et d'une attaque sur la base de contenu. Et le risque pour nous dans la résistance, Ariane Biran avait aussi insisté là-dessus, c'est que nous reproduisions inconsciemment par mimétisme les traits et comportements de ceux qui nous abusent. Et donc, face à des paranoïaques, il y a le risque de devenir parano. Et on voit malheureusement dans les groupes de résistants et les figures de la résistance, ces traits malheureusement souvent se manifester. La certitude d'avoir raison, l'intolérance aux autres opinions, aux autres manières de voir, les obnubilations. Il y a des gens qui ont découvert que toute la science des virus était fausse. C'est leur opinion, ils ont le droit d'avoir cette opinion, c'est une hypothèse en ce qui me concerne. Mais n'étant pas spécialiste de cette question, je ne vais pas me positionner là-dessus. Ou bien des gens qui se targuent de démontrer que toute l'épidémiologie est fausse. Alors, les modélisations délirantes à la Imperial College, oui, mais Laurent Toubiana a par exemple prédit au jour près la courbe épidémique du choc de mars-avril 2020, c'est donc bien qu'il y a des modèles qui fonctionnent. Et puis cette projection, où dès lors que vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous êtes un ennemi, ou vous êtes en collusion avec l'ennemi, et donc des logiques sectaires qui se développent. Et c'est le plus grand risque pour nous, c'est que nous entrions nous-mêmes dans des dérives sectaires. Pourquoi ? Parce que sous le coup des attaques, de calomnie, toutes celles que nous venons voir, de dénigrement, de lynchage public, les groupes tendent à se souder avec une loyauté maximale. Et notamment autour d'un ou de plusieurs leaders charismatiques, explicites ou implicites, et donc la loyauté se tourne vers le leader. Mais avec un risque de pensée unique. Ce leader devient celui qui dit le vrai. Comme la presse vous dit quoi penser, dans les groupes de la résistance, il y a le risque que certaines personnes vous disent quoi penser. Les interprétations divergentes relèvent forcément d'une complicité avec l'ennemi. Il y a cette intolérance à la diversité des points de vue et de pensée que j'ai déjà mentionné, et donc des processus de bouc émissarisation, c'est-à-dire que ceux qui refusent de se plier à la conformité exigée à l'intérieur des groupes devient à son tour un ennemi,
et se fait attaquer ou éjecter. Et par rapport à ça, nous avons besoin de critères justes et de garde-fous. Et notamment, le point de départ, c'est une élémentaire humilité de la pensée. Tout ce que nous croyons vrai est susceptible d'être démontré comme étant faux, ou en tout cas imprécis tôt ou tard. Tout est réfutable si on est réellement dans de la pensée et de l'intelligence. Donc, il est possible que je me trompe. Et tout ce dont je suis convaincu de bonne foi aujourd'hui, et j'ai le droit d'avoir des convictions, j'ai le droit de privilégier des hypothèses, mais ce ne sont jamais des certitudes, ça ne doit jamais être des certitudes, en vertu de ce petit diagramme que j'ai trouvé sur Internet et qui me ravit. En vert, c'est ce que tu sais, ce que je sais, en bleu, ce que je sais que je ne sais pas, et en rouge, ce que je ne sais pas que je ne sais pas. Voilà, c'est toute la réalité de mon ignorance. Alors, c'est très important ce que j'indique là. Je vous renvoie aux neurosciences qui, elles, montrent qu'on n'a au mieux qu'une très vague idée de ce qu'il existe dans la réalité parce que notre perception de la réalité est en vérité une hallucination. Je vous renvoie à la conférence tout à fait séminale de Anil Seth. Il y a des traductions et des sous-titres en français. Comment votre cerveau hallucine votre réalité consciente. Mais pour moi, c'est la base d'une éthique. Si nous n'avons chacun au mieux qu'une vague idée de comment sont les choses, ça veut dire que moi j'ai une compréhension j'ai ma vague idée de comment sont les choses, vous avez votre vague idée de comment sont les choses, c'est pas la même, et donc nous pouvons les mettre en commun et parler et discuter de comment c'est en pouvant nous enrichir de nos compréhensions mutuelles. Mais si on est convaincu que sa pièce du puzzle est valide et que les autres sont forcément fausses, c'est fichu d'avance. Et donc, vraiment, les règles de base sur le plan de l'hygiène et de l'éthique de la pensée, c'est cultiver un doute raisonnable par rapport au contenu d'information. Et notamment sur la base de ces critères que je vous propose, pour moi ils sont fondamentaux, est-ce constructif ? S'il y a une critique face à quelqu'un, est-ce que c'est constructif ? Est-ce que ça reconnaît les bons côtés et les contributions utiles de la personne ? Est-ce que ça permet d'avancer ? Ou est-ce que c'est du dénigrement et du salissage pur et simple ? Est-ce honnête ? Souvent, il y a des causes de malhonnêteté qui sont inconscientes. On en fait un enjeu personnel, identitaire, et donc où on règle des comptes avec son passé par rapport à une question académique ou intellectuelle. Est-ce documenté et sain ? On dit sound en anglais. Est-ce que ça tient la route ? Est-ce que c'est honnête ? Est-ce argumentatif ? Bien sûr, on cherche tous à argumenter, à convaincre de certaines visions des choses ou de points de vue, on a le droit. Ou est-ce que c'est manipulatoire ? Est-ce que je présente de l'information parce qu'elle me paraît intéressante en vous laissant libre de vous déterminer, ou est-ce que j'essaye, par un ensemble de procédés rhétoriques ou relationnels, de vous manipuler à votre insu ? Est-ce humble ? Voilà la manière dont je crois comprendre les choses. Je peux me tromper, mais il me semble y avoir des indices intéressants qui pointent dans cette direction. Ou est-ce que ça devient intégriste, intolérant ? Aucune autre manière de penser n'est juste, et donc totalitaire. Est-ce enfermant ? Est-ce que ça confine dans une vision des choses, ou est-ce que ça ouvre des perspectives ? Et notamment en résistant à ces trois abus que j'ai déjà nommés, mais que j'identifie encore une fois, et on m'a dit ça, l'émission que j'ai faite sur l'opposition contrôlée est celle qui m'a valu le plus de retours agressifs pour un certain nombre, ou en tout cas critiques, mais ça c'est ok, moi j'accepte qu'on critique mes positions, mais par exemple avec des verbalisations, soit vous n'avez pas encore compris qui est Alexandra Henrion-Côte, soit vous êtes dans l'opposition contrôlée. Ben non, ça c'est enfermant. Il y a une autre possibilité aussi, c'est qu'elle ne soit pas ce que vous pensez qu'elle est. Et en toute bonne honnêteté intellectuelle, on doit poser toutes ces hypothèses sur la table. Si vous refusez de parler de tel ou tel sujet, l'oxyde de graphène, c'est que vous êtes un agent de l'ennemi. Ben non, c'est que j'y connais rien et que pour l'instant, je n'ai rien entendu de suffisamment probant pour pouvoir en faire un sujet d'une manière qui me paraîtrait intellectuellement honnête. Ou bien sûr, je détiens la vérité, et donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est que vous n'avez rien compris, vous ne connaissez rien au sujet ou vous vous trompez. Bon.
Alors maintenant, comment est-ce qu'on se positionne par rapport à tout ça? Déjà, mesurer l'état de tension dans lequel nous sommes, la résistance à cause de toutes ces pressions qui s'appliquent et que leur but, c'est de semer la zizanie et nous monter les uns contre les autres. Ils savent quels sont nos déclencheurs, nos vulnérabilités. Et donc, mon hypothèse, c'est que dans l'écosystème informationnel déterminé par les algorithmes, ils s'arrangent pour titiller chacun d'une manière qui risque de le braquer contre les autres. C'est là encore un raisonnement à contrario. S'ils ne le faisaient pas, ils se priveraient d'une arme particulièrement efficace contre nous. Donc, comme ce sont des gens cyniques, sans foi ni loi, et pour qui la fin justifie les moyens, je ne vois pas comment ils ne l'utiliseraient pas. Et donc, par rapport à ça, on a, j'ai envie de dire, deux voies possibles. La première, c'est de chercher à imiter l'ennemi avec les mêmes armes. Ou l'autre, c'est à l'inverse, chercher à rester intègre envers et contre tout, parce qu'en fait, nos vraies armes, qui n'en sont pas, vu qu'elles ne sont pas, elles n'ont pas pour finalité de détruire, mais nos vrais moyens d'agir sont ceux qu'ils n'ont pas, et c'est justement tout le reste. C'est l'ouverture d'esprit, l'honnêteté intellectuelle, la tolérance des points de vue de l'autre, l'ouverture d'esprit, la capacité de se remettre en question, le fait d'être bien intentionné, de ne pas chercher de profit personnel. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a dans cette gratuité du fait de se rattacher à des valeurs fondamentales et de les défendre, quel qu'en soit le prix qu'on nous fait payer, quelque chose qui, à mon avis, sont nos meilleurs atouts pour mettre en échec ce que nous subissons. Et vraiment, je crois qu'il faut se référer à cet immense monument de la littérature, mais aussi de la pensée et de l'humanisme qu'était Alexandre Solzhenitsyn. Et le jour même où il a été arrêté, en février de 1974, avant d'être expulsé de l'URSS, il a publié un titre... Comment ne pas vivre dans le mensonge? Comment vivre sans mensonge? Et il dit exactement ça. Ils peuvent vous priver de tout, ils peuvent vous attaquer sur tout, mais il y a une chose qu'ils ne pourront jamais vous enlever, c'est votre dévouement à la vérité, votre aptitude, votre capacité à refuser le mensonge, à refuser de participer au mensonge. Et donc voilà, je pense qu'il est essentiel que nous soyons lucides quant à ce que nous subissons, que nous cultivions ces valeurs d'humilité, de bonne volonté, d'ouverture d'esprit et de sincérité pour pouvoir éviter d'être laminés par le rouleau compresseur du totalitarisme en marche. Chose promise, chose due, le tout dernier épisode de cette semaine sera consacré à l'article « Matrix, Avatar, hypercrise occidentale de l'hyperréalité à l'éco-conscience » écrit par un universitaire sous le pseudonyme de Lucas Pezbocha, qui figure déjà en ligne sur mon blog anthropo-logique.org. Vous pouvez d'ores et déjà aller en prendre connaissance. Et puis demain, je vous ferai une petite invitation évidemment assez superficielle, mais dans cet article extrêmement intéressant. C'est un article universitaire, donc il faut s'accrocher un tout petit peu pour le lire, mais si on fait cet effort, ça en vaut vraiment la peine. Merci et à demain.